concocté par Binge Audio. Mes très chers amis, connaissez-vous le concept de lesbianisme politique ? Moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, en tant qu'hétéro, j'ai pas tout à fait compris. Je me suis dit qu'on pouvait pas choisir par qui on était attiré. On pouvait pas choisir qui nous collait des papillons dans le ventre et des images olé olé dans la tête. Qu'on ne pouvait donc pas décider de devenir lesbienne par conviction politique. Je me suis aussi dit que si j'avais été lesbienne et qu'une femme était venue vers moi en me disant « Judith, je galère tellement avec les mecs que j'ai envie d'essayer de sortir avec toi », j'aurais dit « Meuf, t'es mignonne, mais je suis pas un plan B ». Puis, j'ai compris que orientation sexuelle et système politique étaient deux choses différentes. On vit, et ça vous le savez sans doute, dans une société hétérosexuelle. La norme, c'est encore d'être hétéro et d'être en couple. On vit aussi dans une société pensée pour les hommes hétéros. C'est le male gaze, concept développé par la critique de cinéma Laura Mulvey dans les années 70. On apprend aux hommes à voir et aux femmes à être vues. On apprend aux hommes à entreprendre, à changer le monde. Et on apprend aux femmes à tout faire pour être choisies par ces hommes qui entreprennent et changent le monde. Le lesbianisme politique, c'est un projet de société alternatif. C'est faire voler en éclats le male gaze, c'est apprendre à tout le monde à voir. Penser le féminin comme part de l'universel et non comme l'altérité du masculin. Et si j'ai bien compris, on peut très bien partager son cœur et son lit avec un ou plusieurs hommes et être adepte du lesbianisme politique. Notre invité va nous en dire plus. Cette semaine, pour cette édition spéciale Grand Entretien dont peut plus rien dire, j'ai la joie de recevoir Alice Coffin, la queen du lesbianisme politique en France. Dans cette conversation, elle nous fait l'honneur de sa confiance et revient sur la campagne de Sandrine Rousseau, dévoile sa vision de la politique et se confie sur son ancien alcoolisme et son rapport au corps. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Alice Coffin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, militante féministe et lesbienne, autrice du Génie lesbien. Vous avez aussi cofondé l'association des journalistes LGBTI et le fonds de dotation lesbienne d'intérêt général. Et vous êtes élue écologiste au Conseil de Paris. On va passer 1 heure ensemble et c'est une immense joie de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours très important. C'est pas du tout anodin à chaque fois qu'il y a une invitation à prendre la parole en public. Donc, je suis toujours particulièrement reconnaissante. Merci. Eh ben, parfait. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut espérer quelque chose de cette campagne électorale ? Je raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de est-ce qu'on peut agir. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de réponse sur l'espoir. C'est trop dépendant d'un ensemble de facteurs encore imprévisibles, même si on voit un peu un chemin se dessiner qui n'est pas spécialement réjouissant. En revanche, mon interrogation, c'est toujours en quoi ce qui est en train de surgir, ce qui surgit dans la société, des phénomènes sociaux, là, en l'occurrence un phénomène politique, une campagne présidentielle, offre ou pas une prise à une action féministe, une action politique, de quelque ordre qu'elle soit. Et c'est ça qui m'embête plus, en fait, parce que je pense qu'on a laissé passer une occasion. Moi, j'ai fait la campagne de Sandrine Rousseau. Je pense que ça aurait été... Il y avait vraiment quelque chose de très important qui aurait pu se jouer. Il y avait une rencontre, en fait, entre des mouvements qui ont battu le pavé ces dernières années. Si Sandrine Rousseau avait été élue, voilà. Et je pense qu'on a raté Alors quand je dis on, c'est parce que je trouve que il y aurait dû y avoir davantage d'encouragement du parti Europe Écologie, etc., qui aurait pu davantage pousser sa candidature, etc. Je respecte complètement le résultat des urnes. Bien sûr. Et je pense que la candidature écologiste reste fondamentale à cette élection. C'est pas le problème. On parle vraiment
si on doit raisonner comme ça, il y avait un truc à jouer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose à jouer qui ne se joue pas dans cette campagne présidentielle. Un petit peu. Ouais, et c'est donc bon là, moi, il se trouve que c'était Sandrine Rousseau, mais c'est au-delà parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des scores de gauche au sondage très bas, mais au sondage, encore une fois, de personnes qui à qui on demande de faire un choix parmi une offre réduite en fait, enfin réduite pas au sens numérique, mais au sens elle est close, c'est-à-dire que il peut y avoir aussi, je pense, une signification, parce que je ne crois pas du tout que le pourcentage d'électeurs et d'électrices en France est aussi bas que celui des candidatures de gauche accumulées. Donc je pense que c'est juste qu'il n'y a pas les bonnes candidatures. Voilà. Et je pense que parmi les bonnes candidatures, il y avait celle de Sandrine Rousseau qui pouvait correspondre à un élan, une dynamique. Et bon, alors ça, c'est pas là. Comment on fait à partir de là ? C'est pour ça, quand je dis l'espoir, on a encore des moyens d'agir, ouais. Dans votre livre, vous citez une phrase de Zemmour qui est très intéressante, je trouve, qui explique que le pouvoir se confond avec la masculinité. Et vous expliquez que vous êtes d'accord avec les prémices de cette affirmation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, alors ça veut dire que pour moi, il ne faut jamais concevoir ce qu'on appelle la masculinité, les hommes. C'est pas du tout quelque chose de biologique, inné. Donc quand je dis je combats la masculinité, c'est ce qu'on a construit en forme de masculinité, la façon dont on a construit ce à quoi ont droit les hommes, ce qu'ils représentent. Et parmi tout ça, il y a un élément fondamental, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, ça n'est pas très différent. Ce sont des synonymes, masculinité et pouvoir. Et la notion de pouvoir... Oui, d'ailleurs, on dit porter ses couilles, ça veut tout dire. Il y a absolument tout un registre lexical qui l'atteste, mais... Et vraiment, je crois que la construction de la façon dont... Qu'est-ce que ça veut dire régner, diriger, c'est intrinsèquement lié à qu'est-ce que ça veut dire être un homme digne de ce nom dans une société. Ça a vraiment été construit comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, si on conserve les mêmes structures, la même façon d'envisager le pouvoir ou la même façon dont il s'exerce avec des institutions qui l'ont cadré. C'est la Ve République, par exemple. Eh ben, effectivement, c'est très compliqué. C'est-à-dire que les femmes, là-dedans, si elles exerçaient vraiment leur place pleine et entière sans se soumettre à des codes et tout ça, vont détruire effectivement une partie de ce qu'est ce pouvoir-là. Ce que je trouve très bien par ailleurs, oui. mais je veux dire, ça ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que quand c'est pas le cas, c'est-à-dire d'ailleurs, on dit souvent l'argument qui est rétorqué, c'est bah oui, mais attendez, il y en a des femmes au pouvoir, il y en a déjà eu et tout ça, mais précisément, c'est pas complètement inintéressant que les personnalités, en tout cas pendant les premières un peu à accéder vraiment à des positions très importantes, disons Margaret Thatcher, tout le long des années 80, on n'est pas dans une personnalité féminine qui je ne parle pas de droite ou de gauche, mais qui remettent en cause les structures du pouvoir telles qu'elles devraient être remises en cause. Elles ont été obligées de devenir des hommes politiquement, presque. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça se traduit. Je crois que c'était déjà... Je ne suis pas sûre qu'elles aient fait... C'était pas des personnes qui avaient une volonté dans leurs options politiques. Là, je ne parle pas de leur attitude par rapport à la féminité, la masculinité, mais de remettre en cause la façon dont une société est régie par le pouvoir de certains sur d'autres. Ce qui est assez fou, je trouvais ça intéressant de voir que vous étiez évidemment pas d'accord avec les conséquences de cette affirmation de Zemmour. Et ce que je constate, c'est que Zemmour, en voulant défendre de toutes ses forces un système masculin, patriarcal, macho, finalement, il le décrit assez bien. Quand il dit les femmes sont le butin des hommes de pouvoir, quelque part, c'est une description très juste de ce qu'est la politique aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça que le constat... Oui, c'est ça. Le constat, mais tout à fait. Et je pense qu'il faut... Mais c'est assez logique, en fait, que ça parte d'un même constat, qu'on veuille le préserver absolument, comme le souhaitait Éric Zemmour, ou le détruire comme les féministes. Comme les féministes. Donc c'est tout à fait logique. Et ce que je dis, que lui, il en est effectivement le défenseur. Et après, on a au milieu tout un reste de personnes ou qui s'en accommodent, ou qui ne voient pas justement la question que je me pose, c'est est-ce que les journalistes et les personnalités politiques ont raison de réfuter ces prémices dans leur argumentation anti
Zemmour plutôt que de dire bah oui, mais nous c'est ce qu'on veut changer justement. Exactement. Non, parce que le problème c'est qu'il y a une petite absence pour les journalistes ou de décryptage un peu intelligent de la chose, et quand c'est pour les politiques de courage d'aller. Le problème c'est que je ne suis pas sûre que l'ensemble de la. Oui, c'est vrai. Je suis même sûre que du contraire, ça, je crois pas qu'ils veulent ça. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout qu'Emmanuel Macron, par exemple, souhaite détruire cet ordre-là. Je le crois fondamentalement pas. C'est-à-dire qu'il veut l'accommoder à la marge, quand ça l'arrange. Et ça, c'est pas juste une interprétation. C'est-à-dire, il va dire, oui, je vais prendre une femme première ministre si c'est la plus compétente. Puis, non, c'est fou, ça n'a pas encore été ça. Donc, c'est quand ça l'arrange. Il n'y a pas de volonté structurelle de détruire ce système-là. Donc, du coup, il n'y a pas tellement même de pensée sur ce sujet-là, alors que je pense qu'il y a une pensée du patriarcat chez Zemmour. Vous iriez en débat face à Zemmour ? Uniquement, je pense pour si d'ici à ce que je sois invitée, il n'y avait pas eu un entretien où ce qu'on passe le temps à lui demander, c'est de lui lire en direct et en face l'ensemble des accusations portées contre lui pour agression sexuelle par des femmes, notamment dans une enquête et même de Mediapart. Donc là-dessus, moi, ça me semblerait important d'aller porter cette parole-là. Ouais. Donc de lui lire les accusations dans l'enquête de Mediapart face à lui, oui. Ouais, tout à fait. Et de dire, et en tout cas de parler de ce sujet-là, de parler de vous directement, qu'est-ce qui se passe, quoi, comment ça se fait. Mais sinon, c'est toujours compliqué en fait. Il n'y a pas de réponse absolue pour moi dans est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non. J'entends, parfois, je répète ça aussi, il y a des personnes qui disent jamais, je ne débat pas avec des gens d'extrême droite, c'est comme ça, on ne débat pas avec le fascisme, c'est comme ça. Enfin, je reprends leurs mots, je ne dis pas que je les applique à Zemmour. Mais moi, j'y vais souvent, même très souvent. Donc, ça... Oui, vous étiez avec Finkielkraut dans l'Obs, avec Brice Couturier sur France Inter, et tous les dimanches, vous avez le courage d'aller face au rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune sur BFM. Donc vous y allez, mais c'est bien aussi d'aller au front. C'est très... Moi, Bon, alors, comment ça se passe ? Ouais, c'est vrai, vous avez cité... mais c'est intéressant parce que quand on cite Finkielkraut, en fait, l'Obs, la matinale de France Inter, Brice Couturier, tout ça, ce sont des personnes, en fait... Ils m'ont invité parce que Finkielkraut sortait un livre, parce que Brice Couturier sortait un livre, et là, on m'a invité à répondre. Autant de me dire, la matinale de France Inter ne m'a pas invité à la sortie du Génie lesbien. Ne m'a jamais invité. L'Obs n'a pas parlé du livre. Donc, ce qui m'a mis, c'est qu'en fait, finalement, le référent, ça reste toujours eux, quand même. Ça reste toujours leur production livresque qu'on doit décortiquer. Mais on est à un stade où, quand même, je pense que ces médias-là comprennent que c'est un peu compliqué de les inviter tout seuls. Parce qu'il faut quand même faire contrepoint. Et puis, de toute façon, parce que les discussions, faut pas être du plat dessus, font de l'audience. Hein. Je veux dire, à chaque fois, ça marche très bien. Quand ils font ce type de confrontation, ils me le disent après, ils sont très contents. Bon. Donc, moi, qu'est-ce que c'est là-dedans ? Est-ce que je dois considérer que je suis la dupe de l'affaire et que je ne sers qu'à valoriser, qu'il y a une question qu'on peut se poser ? Ou est-ce que je me dis, en fait, mais de toute façon, j'ai pas tellement de choix. C'est pas comme si ça se multipliait. Je vous ai dit à quel point, au début d'émission, j'étais reconnaissante de l'invitation, mais parce que c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué de porter cette parole féministe-là, même si, je dis bien même si, pourtant, on a, comme moi, une petite notoriété, que je suis élue, que le livre a fait un peu de bruit, mais même là, c'est encore tellement compliqué. Et donc, il y a une inégalité fondamentale, vraiment fondamentale dans le traitement médiatique, mais pour énormément de personnes. Votre livre, quand il est sorti, il a été caricaturé, vos citations ont été tronquées, mal citées, on vous a accusé de vouloir mener un projet génocidaire moral, d'être une intégriste religieuse, d'être incapable d'admettre l'altérité. Comment vous avez vécu, vous, cette période ? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit facile, la sortie du livre. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions, parce que sinon, j'aurais pas écrit de livre. Je veux dire, c'était tout le but, c'était... c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est pour dire des choses qu'on estime qui n'ont pas encore été dites ou suffisamment entendues. Et qui donc sont des sujets susceptibles de... Si on les a pas entendus beaucoup, c'est parce que c'est des sujets qui normalement n'ont pas place dans le débat public, etc. Donc oui, je savais très bien que ça allait pas être simple sur plusieurs points. En revanche, j'avais vraiment sous-estimé en fait l'impunité totale que peuvent avoir certaines à traiter du travail des autres quand ces autres-là, justement, n'ont pas la carte, n'appartiennent pas. Alors, c'est-à-dire ne considèrent même pas... Moi, mon livre, il n'a même pas été considéré à ce moment-là par notamment ce qui a enclenché beaucoup de violence et parce que les propos ont été complètement tordus. C'est un article de Paris Match. Mais qui avait... je veux dire, c'est même pas... L'article n'est même pas... Et le reste, c'était un peu à l'avenant. C'est-à-dire, c'est d'abord sur moi ce que je représente. C'est-à-dire, les lesbiennes qui font ça. Et il y a même pas une possibilité de penser que
notre discours pourrait être intéressant et entendu et discuté. En fait, c'est toujours être ramené. Nous n'avons pas le droit d'avoir une parole justement considérée comme neutre, considérée comme à mettre à discuter, d'être d'accord ou pas d'accord, mais qui existe en tant que telle. Non. On va nier même. On va même pas arriver à ce stade-là. On va détruire d'abord la personne qui la porte et on va la tordre cette parole pour qu'elle n'existe même pas. Et je veux dire, c'est intriguant comme le moindre mec qui produit 2 phrases, ça va être tout de suite jugé, estampillé, intéressant, parlons de ça, bon, voilà. Et non, enfin, nous, il faut se battre jusqu'à la moelle pour obtenir ça. Donc, ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit autant... C'était très très malhonnête, hein. Les procédés qui ont été utilisés, c'était vraiment de la distorsion d'écrits, de propos. Et c'était finalement, moi je m'étais dit, l'important, j'avais pas l'impression de pas avoir écrit, j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup écrit, mais notamment sur les réseaux sociaux, mais ce que je considère une écriture tout à fait valable. Mais ce que je m'étais dit, c'est que, on est en France notamment, et pour de très bonnes raisons aussi, le livre reste un objet extrêmement important et un objet de validation et de légitimation, notamment parce qu'il vous offre d'autres espaces vers la parole publique en étant invité, etc. Oui, c'est comme un diplôme, ouais, presque. Mais vraiment, en France, ça vaut... très bien. Sauf qu'en fait, mon livre, ils l'ont traité comme c'était un tweet, quoi. Ils ont vraiment traité, ils ont pris, je crois, la phrase sur laquelle ils sont acharnés, là, qui n'existe même pas vraiment, le truc de il faut éliminer les hommes. Ils ont pris la longueur d'un tweet, comme si donc, ok, ne nous dites pas développer vos propos dans des livres, etc. Si c'est pour, en fait, n'être plus capable que de raisonner sur du format réseau social, quoi. C'est quand même... Avant j'aimerais quand même qu'on écoute un petit extrait des arguments de Brice Couturier, c'était à la matinale d'Inter. On va s'amuser un peu à les décortiquer, si vous voulez bien. C'est juste une petite minute. Et écoutez, moi, je pense qu'Alice Coffin est parfaitement représentante du système woke, de l'importation des idées woke américaines que je combats dans mon livre. Elle écrit, et je vais la citer parce que pour moi c'est extravagant. Comme le cinéma, le pouvoir ou la politique, l'information en continu est une excroissance de la masculinité toxique. Elle écrit aussi, l'art est une extension de l'imaginaire masculin. Autrement dit, elle estime que toute notre société est basée systématiquement sur une masculinité toxique. C'est extravagant. C'est extravagant de penser que l'art, elle dit aussi que le roman a été construit d'après des normes masculines. Enfin, elle a lu Jane Austen un petit peu. Est-ce que Jane Austen c'est un auteur masculin? Est-ce qu'elle a été obligée elle dit que la linéarité est masculine. Enfin, bref, tout ce sur quoi repose notre culture. Vous laissez-moi parler, s'il vous plaît. Tout ce sur quoi repose notre culture est masculin et donc toxique. C'est totalement extravagant. Ça exclut de l'humanité la moitié. Et surtout, c'est une façon, à mon avis encore plus grave, de mener une révolution culturelle, c'est-à-dire de détruire les bases mêmes de la société sur laquelle nous sommes assises, les bases culturelles, on vient de le dire, mais aussi les bases politiques. Encore une fois, la politique, la démocratie, c'est la confrontation des intérêts, et encore une fois, la confrontation entre les identités ne peut pas être négociée, n'est pas démocratique. Alice Coffin. Ah oui, ça je l'avais pique pas un peu. réécouté. Moi, je trouve ça fou, le fait qu'ils se mettent à parler de vous à la troisième personne, alors que vous êêtes à côté. Non, et puis vraiment, on était vraiment pas loin. Et l'utilisation de cet adjectif extravagant, qui n'a enfin, ça n'a même pas un contre-argument, en fait, de dire que les choses sont extravagantes. Elle a lu Jane Austen. La réponse est oui, cher Brice. C'est jamais et longuement étudié. Mais tout ça, c'est révélateur de ce que vous venez de décrire. En fait, c'est une volonté d'invisibiliser, Oui. de même pas vous parler quand vous êtes là. C'est comme, Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est des propos. Ils refusent en fait de leur donner une validation dans l'espace public. Quand bien même vous êtes passé par le diplôme, comme vous disiez, du livre qui normalement un peu vous pose un peu plus. Non. Ils refusent même que ça existe, que ça soit légitimé. On est dans l'ordre de l'extravagant, du folklore, ce que vous voulez. Et puis par ailleurs, c'est intéressant que vous ayez, cette citation-là, elle renvoie aussi au début de notre conversation sur le pouvoir. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas ça quand je leur dis, ça leur paraît complètement incroyable de pouvoir dire, mais bien sûr que oui, la définition du pouvoir, qui soit culturel, artistique, médiatique, est calquée sur ce qu'on a construit de la masculinité. En l'occurrence, bien sûr, les chaînes d'information continue participent pleinement de ça, quoi. Oui, ça leur paraît comme si, quelque chose de complètement presque contrefactuel, quoi. Oui, et complètement. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire, mais ils n'en seraient pas là sinon, qu'ils ne perçoivent absolument pas ces mécanismes-là, donc du coup, ils ne les perçoivent pas pour eux-mêmes non plus, et ils n'ont aucune notion de leur privilège. Ça veut dire, en tout cas, ils refusent d'en avoir une. Sinon, je pense que s'ils sont un peu humains, ça leur semblerait quand même
un monde bâti sur ce qu'il est, c'est-à-dire sur des iniquités totales. Et donc, ils ne voient même pas comment eux, mais franchement, ils sont que des produits de... Ils seraient pas là. Je veux dire, c'est pas la force de leur pensée qui leur permet d'être là. Je veux dire, ils disent des trucs absolument... Enfin, moi, j'ai un truc, c'est sur le boulot. Est-ce que les gens ont bossé? Est-ce que c'est travaillé? Là, ils balancent, franchement. Je les lis, leurs livres, hein, justement. Ah, vous l'avez vu lu au OK Boomer? Ouais, je les lis, j'essaye. Ouais. Mais c'est et OK Boomer, non, mais en plus, c'est plus, je pense, une compilation de choses qui concernent davantage les États-Unis. Donc, bon, aussi, on sent un peu le livre de circonstances. Le bouquin de Finkielkraut, mais c'est tellement léger. Enfin, je veux dire, c'est pas bossé, c'est pas sérieux de faire ça, vraiment. Et pourtant, c'est pris tellement au sérieux. Et eux-mêmes ne voient pas... Enfin, ils bénéficient de ça à la faveur d'une grosse farce, quoi, qui est vraiment une farce de la masculinité et qui leur permet de s'inscrire, mais jamais avec un contenu aussi indigent. Une femme ne serait invitée nulle part, quoi. Comment vous êtes devenue féministe? Vous vous souvenez d'un moment où vous avez découvert cette pensée, où vous avez pris conscience de ces injustices? Alors, ça s'appelait, je l'appelais pas comme ça, mais je pense que pour moi, c'est vraiment lié à de l'aventure personnelle aussi. C'est-à-dire que comment aussi j'étais pas une fille perçue comme les autres filles et pas apte à passer le test des standards de la petite fille puis de l'adolescente et sans risquer des remarques sur mes cheveux courts ou le fait que je jouais au foot, etc. Et ça n'est pas venu tout de suite parce que j'étais moi dans un milieu familial qui me permettait de faire tout ça. En revanche, oui, c'est venu bien sûr via l'école ou via des remarques. Et c'est en ça qu'évidemment, les questions du féministe et celles des luttes contre, j'allais dire contre l'hétérosexualité, mais ouais, en tout cas contre une hétérosexualité posée en norme et pour aussi les lesbiennes, pour les gays, elles sont extrêmement liées, fondamentalement liées, puisque moi j'y suis venue plus comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un truc de se dire, mais pourquoi en fait, pourquoi moi voilà, on m'a dit que j'étais bien une fille et tout ça, et pourquoi est-ce que tout le monde, ça pose tellement un problème, la façon dont je suis, et qu'est-ce qu'on demande justement, qu'est-ce qu'on demande à une femme ou même à une adolescente d'être, et à quel point ça vient vous heurter du coup très tôt les dictates qu'on peut imposer, je pense qui impactent de toute façon toutes les petites filles, hein, je veux dire, mais vous le ressentez encore plus fort quand votre tempérament ou vos aspirations sont extrêmement contraires à ces dictates-là qui portent très tôt ces dictates de la féminité. Et du coup, vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce cas-là, même si c'est encore très intériorisé sur la façon dont on traite les femmes dans cette société. Oui, c'est un des passages de votre livre qui, moi, m'a le plus touchée. C'est quand vous racontez... c'est un passage assez bref, mais que je trouve qu'il est très... parce qu'on sent qu'il est très sincère. Mm-hmm. C'est quand vous racontez les difficultés que vous avez eues à vivre avec votre corps, où vous écrivez « Je suis perçue comme difforme dans la glace hétérosexiste ». Elle est forte, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, difforme? Mais oui, mais parce que, et c'était comme ça aussi un peu petite, ça veut dire que moi, j'arrivais jamais à comprendre. Enfin, j'avais l'impression que les petites filles qu'on trouvait mignonnes, belles, ça serait jamais moi. Et je me dis, c'est fou parce que maintenant, quand je regarde... Enfin, je sais pas, moi, si j'avais une fille, j'adorerais que ça soit un petit tomboy, quoi. Je les trouve trop shoot, quoi, les petites filles qui ont des cheveux comme ça, sont trop mignonnes. Et pourtant, je ne pouvais pas me refléter ça. Mais c'est normal, c'est des représentations. Il y a eu un film qui a été diffusé il y a quelques jours sur France 2 qui s'appelle Noir en France, je crois. Et où, justement, la séquence la plus citée, reproduite, c'était la séquence où on demande à des petites filles noires de dire leur préférence entre une poupée noire et une poupée blanche. Et toutes les petites filles noires disent que la poupée blanche est tellement plus belle. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Enfin, ce qui m'a intéressé dans ce documentaire, en tout cas, c'est ce que j'avais déjà discuté pas mal avec juste notamment des femmes militantes noires, c'est certaines proximités d'expérience, en fait. Toutes choses égales par ailleurs, évidemment, mettre entre un vécu lesbien et le fait d'être une femme noire. C'est-à-dire de dire justement, de toute façon, moi, je correspondais pas, quoi. Je ne correspondais pas. C'était pas du tout dans les standards, dans ce qu'on pouvait représenter. Donc, effectivement, la difformité, se voir difforme dans la glace, ça vient de là, parce et c'est très violent, en fait, quand
quand on en prend conscience et quand on se mesure à des standards qui sont uniquement... C'est-à-dire, où est-ce qu'on les voit, ces standards-là? On les voit beaucoup dans tous les produits culturels, télévisuels, d'affichage publicitaire. On les perçoit énormément aussi par une reprise en main, quand même, de la norme sociale qui est très forte. Moi, j'ai eu des remarques de professeurs qui me disaient « Faut pas traîner les pieds comme ça quand tu marches, Alice. T'as des marches, attention. Tu pourrais être un peu plus élégante. Tu pourrais être un peu plus... » Encore une fois, pas directement dans la famille, mais à l'extérieur, c'était quand même très, très lourd. Et ça, nécessairement, ça... Quand vous avez que ce discours-là autour, et pas un discours d'amour lesbien, j'allais dire, parce que moi, ce qui m'a sauvé de ça, c'est qu'après, en revanche, les normes changent complètement quand vous êtes dans un milieu lesbien, où ce qu'on apprécie, c'est pas du tout le même message qui est renvoyé sur ce qu'on apprécie d'un corps d'une femme, de ses vêtements, de sa gestuelle, de son parler. Tout ça est très différent. Et là, ça libère beaucoup. Mais sinon, avant, bien sûr, on se voit difforme. Et on l'est, je veux dire, littéralement, on l'est par rapport aux formes qui sont promulguées. C'est hyper intéressant et hyper beau d'ailleurs ce que vous dites, comment l'amour lesbien peut sauver du sentiment de la difformité. Ça me fait me demander où est le salut pour les femmes hétéros, justement, pour trouver la douceur la douceur dans ce regard. Vous en trouverez aussi chez les lesbiennes, je le dis aux femmes hétéros. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. Enfin, il y a je pense que c'est complètement lié. Encore une fois, toute prise de parole publique des militantes lesbiennes servent l'ensemble des femmes, vraiment. C'est-à-dire que je pense que les constructions qui sont faites d'une figure d'une femme différente, et que ça soit une femme lesbienne... Oui, ça libère toutes les femmes. Tout ça, ça libère évidemment toutes les femmes. Ça présente d'autres... Les gestuelles qui sont différentes, par exemple, la gestuelle d'Adèle Haenel dans un film, ou la gestuelle d'Adèle Haenel qui descend, la plus, non pas montée des marches, mais la plus fameuse descente de marche, pour moi, qui est celle après la cérémonie des Césars, où on file un César à Polanski, où Adèle Haenel s'en va, la façon dont elle marche, mais c'est pareil dans les films. Mais ça, pour moi, ça a été libérateur, mais c'est pas libérateur juste pour moi. Ça veut dire qu'on sort d'un carcan auquel le cinéma a beaucoup participé, d'avoir à faire certains gestes, d'avoir à faire... et qui peuvent être... Moi, je me disais, mais j'arriverai jamais à les faire, alors que je dis pas que je voulais pas les faire, mais c'est compliqué, quoi, vraiment. Donc, et bien sûr que ça aide l'ensemble des femmes, du coup. Je suis navrée, je suis obligée de vous couper une petite seconde sur cette belle image d'Adèle Haenel. On se retrouve dans une poignée de secondes. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien avec notre amie Alice Coffin. Vous écrivez dans Le génie lesbien, les lesbiennes sont la plus lourde menace contre le patriarcat. Vous citez l'exemple de MeToo, donc de Adèle Haenel, on en parlait, et du procès aussi en 1978 d'un couple de femmes violées et torturées pendant toute une nuit par 3 hommes. Suite à ce procès et aux violents débats qui en ont découlé, le viol a enfin été considéré comme un crime et non comme un délit. Pourquoi l'héritage des lesbiennes est si peu valorisé dans notre société, à votre avis? L'héritage politique? Bien sûr. Alors, il y a 2 réponses possibles. Soit parce qu'on ne sait pas qu'il y a beaucoup d'avancées, on ne sait pas qu'elles étaient lesbiennes, soit parce qu'on refuse, c'est un peu la même chose, de le savoir. On va pas le chercher non plus, et même quand on le sait, on trouve que c'est inutile de le préciser. Pour être concrète, c'est-à-dire que moi, je savais pas, je connaissais plein d'histoires d'actions flamboyantes du féminisme. J'avais aucune idée que les femmes qui avaient fait ça étaient lesbiennes. Parce que ça n'était pas dit, ce n'est pas écrit tel quel. Mais après, une fois qu'on le sait maintenant, maintenant je le dis à chaque fois. Et à chaque fois qu'il se passe un fait, par exemple, qui implique une femme et que je salue, je sais pas, si je prends Denise Ho, par exemple, qui a la tête qui a été à la tête, une de celles à la tête du mouvement de révolte à Hong Kong, qui a été récemment d'ailleurs arrêtée, qui est lesbienne. Moi, quand je dis ça, je dis voilà, c'est une information. Et les gens, ils vont me dire vraiment très souvent le nombre d'attaques que je me prends du coup en disant qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on s'en fout de sa sexualité, pourquoi tu précises ça, ça n'a rien à voir, on n'a pas besoin de le savoir. Et ça, c'est sans arrêt de dire et répéter. Pareil, là récemment, le week-end dernier, composition du nouveau gouvernement du Chili. Je fais un hommage à la nouvelle ministre des Sports qui est une activiste lesbienne et une ancienne joueuse de l'équipe nationale. Et en disant, voilà, c'est important, en fait. Je veux dire que... Et là, tout de suite, on s'en fout. Donc, si d'une part,
on ne le dit pas sur le moment, et si parce qu'on ne le sait pas, ou si parce que pendant longtemps quand même on vivait pas de manière très ouvertement lesbienne, et c'est toujours le cas dans beaucoup de pays, donc c'est pas nécessairement des choses qu'on va savoir. Mais si même quand on a la possibilité de le dire, quand c'est un peu plus safe, etc., on renvoie vraiment à l'imbécilité le fait de faire cette précision, c'est compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est pas important, pourquoi est-ce que on tient à rendre invisible la puissance des lesbiennes finalement aussi, et à qui ça fait si peur qu'on dise bah ouais, en fait il se trouve, si on regarde un peu, pas que, évidemment, c'est pas une condition sine qua non pour être une super meuf et faire des trucs, mais il se trouve, et que ça n'est pas anodin, c'est juste ça, si on l'explique aussi, moi, comme je le fais dans le livre, par un discours politique, en disant, c'est pas du tout un truc de « ah, les lesbiennes sont meilleures », c'est quelque chose pour se construire en tant que femme capable, à un moment de sa vie, de dire ouvertement qu'elle est lesbienne à la face de cette société où c'est encore... qui est encore tellement définie par des structures patriarcales, ça demande de développer certaines facultés, certaines compétences qui après vont vous être extrêmement utiles quand vous devez de manière générale faire face à l'adversité et aux pouvoirs dominants, que ça soit dans le secteur économique, dans le secteur sportif, et donc on retrouve des lesbiennes à la tête de beaucoup de ces combats-là, ouais. Vous écrivez « Les lesbiennes n'ont pas peur des hommes, elles n'essayent pas de les flatter, de flirter avec eux ». Est-ce que l'hétérosexualité, ça peut être une entrave à la puissance politique des femmes ? C'est un peu... déjà, je pense que c'est une question c'est de temps. Je pense que c'est plus chronophage d'être hétéro. En fait, je pense que ça prend vraiment du temps par rapport au combat politique. Et ça, quand je dis ça, c'est si j'en juge à des conversations ou autres. Enfin, voilà, je dis pas ça comme ça et je prétends pas... Mais j'ai quand même l'impression que pour ça, à la maison, pour moi, c'est plus facile, quoi. Je perds moins de temps, et dans ma vie sentimentale, c'est plus simple, je perds moins de temps à convaincre. On a tellement envie de convaincre les gens qu'on aime, donc évidemment, je comprends si on est amoureuse, et en l'occurrence, dans une relation hétérosexuelle amoureuse d'un mec, on a aussi envie de y aller, d'expliquer, de partager, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a dans un couple lesbien, ça va un tout petit peu plus vite sur la compréhension de certains points. Donc déjà, il y a tout ce côté très chrono... Enfin voilà, je pense vraiment une question de temps, quoi. On gagne du temps. On gagne... D'ailleurs, Virginie Despentes disait qu'on avait l'air... On perd 20 ans, et on a l'air 20 ans plus jeune quand les lesbiennes. Par ailleurs, je pense parce que... On gagne un peu de salive, un peu de temps de... Mais c'est vrai que même quand on commence à avoir une pensée critique ou une pensée féministe, on a toujours dans un coin de la tête l'idée de rester désirable ou ne pas faire peur. Et ça, c'est presque une muselière, en fait. Oui, alors ça, il y a vraiment, je pense que c'est très libérateur, effectivement, de sortir d'un regard permanent. Quoi, mais exactement, c'est même pas... Je pense que c'est pour ça que ça peut valoir, c'est pas juste en fait, ou d'être en couple ou de pas être en couple, mais d'être dans cette sphère-là, ça peut être compliqué. Après, franchement, c'est pas le fait d'être lesbienne. Le fait d'être lesbienne ne fait... J'y échappe pas complètement. Je veux dire, moi non plus, j'essaye vraiment, ça aide beaucoup. Mais c'est tellement là partout que voilà, c'est quelque chose auquel on n'échappe pas, mais c'est quelque chose effectivement qui, je pense, use énormément. Et donc ça fait beaucoup de bien quand, au moins dans un espace privé, on y échappe un petit peu. Mais ceci dit, voilà, je pense pas que ça soit... Heureusement, je pense qu'il y a aussi évidemment une possibilité d'avoir tout ça dans une relation hétéro. Hein, c'est pas... Les hommes hétéros, d'ailleurs, pourraient s'inspirer aussi des rapports lesbiens. C'est ce que leur conseille Mona Chollet dans son dernier bouquin sur l'amour. Pour revenir sur un autre gros sujet, Macron, pendant sa campagne en 2017, déclarait auprès de Vanity Fair « La vraie altérité pour un homme, c'est une femme ». Cette phrase, pour moi, elle est très significative. Elle signifie toujours que, quelque part, les hommes, c'est l'universel, et les femmes, on est donc l'altérité, le numéro 2. Est-ce que vous pensez que ces dernières années, tous les débats qu'il y a eu, tous les livres qui ont été écrits par des féministes, on arrive un petit peu à accéder à l'universel ou pas encore ? Non, pas du tout encore. Vraiment pas du tout encore. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, moi, j'en ai fait l'expérience concrète, je le fais ailleurs, le traitement n'est pas le même, la parole n'est pas... Mais elle existe, c'est-à-dire on n'en est pas à cette étape-là, on en est à ce qu'au moins ces livres soient publiés, que les librairies, ça n'a plus rien à voir, la quantité numérique d'ouvrages ou de revues féministes publiées, même en 2 ans, enfin, je veux dire, tout ça, et encore par rapport à il y a 1 an, ça a complètement... Donc ça est important. En revanche, non, ce n'est pas du tout encore obtenu le même statut que va obtenir
propos politiques d'hommes. C'est valable en littérature, c'est valable en politique. Et en politique, je veux dire, les événements récents l'ont pour moi beaucoup montré. C'est évidemment que ça n'a strictement rien à voir d'être candidate à la présidentielle quand on est une femme, quand on est un homme. Et pas seulement pour des choses, d'ailleurs, pour des choses, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est intéressant parce que pendant la campagne de Sandrine Rousseau, justement, j'ai reçu un nombre hallucinant de messages de journalistes, en fait, qui avaient couvert Ségolène Royal. Et qui ont dit, mais c'est pas vrai, en fait. C'était il y a 15 ans et ça n'a pas bougé. Et qui m'envoyaient des trucs et qui me disaient, mais c'est exactement pareil, ils réagissent pareil, c'est fou, les médias sont pareils. Ça y est, il la traite de folle, ça y est, il la traite, c'est incroyable, on pourrait dupliquer. Et on est... Voilà, on était, 2007, on était 14 ans plus tard, quoi. Donc, et encore plus avant, beaucoup m'ont aussi rappelé Édith Cresson en disant, mais ils font les mécanismes, c'est la même chose. C'est dans des mécanismes de vraiment... Une stratégie de l'humiliation, de l'acharnement, en fait, de la délégitimation. On est toujours là-dessus, en fait. Toujours le fait sur, regardez, c'est n'importe quoi. C'est extravagant, comme dirait Brice Couturier. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vraiment? Et c'est vraiment comme s'il la voyait même pas. C'est-à-dire, c'est vraiment d'un revers de main, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Cette personne-là, sa façon de parler, ce qu'elle dit, ne correspond pas à ce que devrait être le débat public. Elle est à la marge, elle est mise à... Donc, c'est les mots, la folle, la perchée, la tarée, voilà. Et Édith Cresson, c'est vrai que c'était pareil, quoi. Édith Cresson, on rappelle, seule femme à avoir accédé au rang de Premier ministre en France, non seulement seule femme, et aussi, du coup, je crois qu'il y en a eu 23 ou 24 en tout, des Premiers ministres. Et en plus, c'est celle qui a duré le moins longtemps. C'est-à-dire qu'il y a Bernard Cazeneuve qui a duré moins longtemps qu'elle, mais parce que c'était la fin du mandat de François Hollande, donc il était obligé de partir. Et en reche, elle, on l'a demandé de partir. Avec des gens qui venaient avec des pancartes en disant on espère que t'es meilleur au lit qu'en politique, enfin des trucs vraiment d'une brutalité. Et aussi cette forme-là de dire oh là là, elle a des formules à l'emporte-pièce, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle arrive, elle sème la panique, en gros, elle est pas à la hauteur. Enfin, c'est toujours pareil, c'est vraiment... Et là, c'était quand même très, très, très frappant, je trouve, dans la campagne de Sandrine, à quel point c'était là, quoi. Est-ce que c'est aussi révélateur d'une certaine puissance ? En tout cas, c'est pour les femmes qui continuent à le faire. Malgré ça, ouais. Ça montre... Et je trouve que ça devrait être autrement... Enfin, vraiment compris, ça par les électeurs et les électrices, notamment, que si vous êtes capable de résister à ça, de continuer et d'avoir un discours sensé et de continuer à bosser, alors que chaque jour vous prenez ça, c'est que vous êtes vraiment... Alors, les procès en incompétence, ils sont vraiment à mauvaise enseigne, parce que c'est que vous êtes capable de beaucoup, et de bien tenir. Dans votre livre, vous revenez aussi sur un épisode intime et j'imagine aussi douloureux de votre vie, c'est votre ancien alcoolisme. Est-ce que vous vous identifiez parmi les causes de cette addiction à un moment, justement, les discriminations, le patriarcat, cette difformité, enfin ce sentiment de difformité dont vous parliez plus tôt ? Alors, à titre perso, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est intéressant qu'il y ait davantage d'écrits sur le sujet. Moi, c'était quelque chose, en tout cas, qui m'interrogeait quand je buvais. C'est-à-dire que j'avais cherché des écrits sur alcool et genre, ou sur qu'est-ce que c'est, parce que je sentais quand même que, bien sûr, il y avait évidemment une part de ça, et j'avais pas trouvé beaucoup de choses. J'avais dégoté un cours quelque part c'était assez faible. Alors là, pareil, la publication est un peu plus large sur cette question-là. Il y a eu une série documentaire sur France Culture récemment, les ouvrages de Leslie Jamison ou Claire Touzard, des articles. Bon, très bien, c'est très important de poser la question, et oui, bien sûr que ça... En fait, mon être... Il est dicté par le fait d'être une femme. Ça conditionne complètement tout ce que je fais, bien évidemment. Et encore plus, d'être une femme lesbienne. Et encore une fois, ça ne veut pas dire une question d'orientation sexuelle, mais ça veut dire d'être plutôt affranchie dans ma gestuelle, ma façon de parler, ma façon de m'adresser aux gens, de code, de séduction. Encore une fois, on l'est jamais complètement. On baigne toujours là-dedans. Et donc, bien sûr que, en tout cas, pendant très longtemps, mon être, mon corps, la façon de me mouvoir dans des soirées, dans autres, ça a été compliqué. Et bien sûr que l'alcool facilite infiniment cela. Donc, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas un facteur, je veux dire, non, pas du tout dans l'alcool, mais ça, oui, bien sûr que ça joue aussi, oui. Comment vous avez réussi à vous libérer de cette addiction ? Alors moi, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, alors j'ai consulté des alcoologues, certains bien, certains moins bien. Je participais à des ateliers d'écriture. J'en ai parlé aussi quand même. J'en ai parlé beaucoup avec les femmes avec qui je vivais et pour qui c'était compliqué. Donc je pense vraiment déjà de
l'acter comme un point problématique. Et puis, ça me paraissait impossible, en fait. Ça me paraissait, je voyais pas. Ça me paraissait inconcevable. La vie sans alcool, je comprenais. Je voulais pas. C'était comme s'il y avait tout un pan de moi qui justifiait de dire non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'y arriverais pas, en fait. J'y arriverais pas. Ça vous paraissait ennuyeux ou chiant exactement, que ça allait. Que ça apportait tellement aussi de joie, de capacité à être bien dans n'importe quel espace, etc. Du coup, je me disais, mais j'arriverai pas, je n'arriverai pas à vivre sans ça, quoi. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vraiment, en fait, moi, ce qui m'aurait le plus aidé finalement à l'époque, et que j'ai pas entendu de la part des gens, c'est de me dire, c'est possible. C'est possible, c'est pas, voilà, mais c'est tout à fait possible. Tu vas voir, en fait, vraiment, c'est différent, c'est autre chose et tout ça. Mais il y a une manière d'arriver sans alcool à un dîner qui t'ennuie, à une soirée, machin, à une réunion que t'as pas envie d'aller, où tu vas au contraire savourer un max de trucs, être dans une lucidité assez totale, qui peut être aussi particulièrement intéressante. En tout cas, moi, je voudrais dire ça, quoi, aux gens, c'est que c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Je vous assure que moi, je passais mon temps à me dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà, dans le parcours, ça a correspondu. J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi un changement de vie pendant 6 mois. J'avais une bourse pour aller aux États-Unis. Je pense que ça aidait aussi beaucoup quand même, de ne pas être dans le même environnement. Et surtout là-bas, ça a beaucoup aidé. J'aimerais bien qu'on développe ça beaucoup plus en France. Les alcooliques anonymes existent en France, mais existent de manière maille moins le territoire. Aux États-Unis, c'était très impressionnant. C'est-à-dire que je pouvais trouver des réunions, enfin des alcooliques anonymes ou d'autres cercles où on pouvait discuter d'alcoolodépendance, mais y compris des réunions que, par exemple, de femmes ou de féministes, de lesbiennes ou de gays ou de enfin, tout ça. Et aussi des réunions complètement généralistes. Mais il pouvait aussi y avoir un choix de faire ça, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de parler d'alcool avec, même si franchement, le cercle que ça crée annule beaucoup de différences. Mais bon. Oui, vous aviez besoin de cette collectivité, de ce groupe. Ça aide énormément, je pense. C'est ce que décrivent beaucoup de personnes qui sont passées par là. Ça aide beaucoup parce que... Puis moi, j'écoutais, en fait, je parlais pas tellement, j'écoutais beaucoup. C'est un rappel aussi de... Souvent, les personnes, quand elles prenaient la parole, elles expliquaient qu'est-ce qui les faisait tenir à pas reboire, et donc elles se rappelaient de scènes. Parce qu'elles voyaient plus que les bons côtés, par exemple, en disant « Ah, mais quand même ouais. ». Et de scènes, en revanche, de ce qui leur était arrivé, de soirées, comment elles avaient terminé, qu'est-ce qui se passait. Donc, ils racontaient leur déboire, et c'est vraiment... Ça aide beaucoup d'écouter les autres, juste... Donc, je recommande. Ça aide beaucoup d'écouter les autres, on est d'accord. La PMA vient d'être autorisée aux couples de femmes ou aux femmes célibataires en France après 10 ans de bataille. Vous avez fait partie, non, de cette bataille quasiment tout du long ? Ça m'a beaucoup occupée, ouais. Comment c'était de vivre tout ça, ce combat de l'intérieur ? C'était très formateur. Je pense que ça a formé une génération de militantes lesbiennes, justement, ce combat-là pour la PMA. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, ça a formé une génération qui n'était pas forcément celle les plus impatiente d'avoir un enfant, de procéder à une PMA pour elle-même. Ça a forgé parce qu'on a eu un rapport direct, en fait, du militantisme lesbien, des militantes lesbiennes au pouvoir politique, des affrontements très directs. On est allé rencontrer Emmanuel Macron directement, etc. Et ça a forgé aussi sur, je pense, ça a changé la donne aussi dans pas mal d'associations LGBT, parce que quand même, le premier constat qu'on avait fait quand la discussion a émergé en 2012, c'est que les assos LGBT institutionnels, elles étaient trustées, même sur le sujet de la PMA, par les hommes cis et gays qui allaient expliquer un sujet qui les concernait pas un premier chef, quoi. Donc, et ça, il y a eu pas mal de changements, je trouve. La donne a changé. Il y a aussi l'apparition de beaucoup d'autres assos lesbiennes qui n'existaient pas, en fait, à ce moment-là. Donc, je crois que ça a été un combat qui, moi, a été très fondamental, en tout cas pour moi, et pas seulement sur l'aspect lesbien, mais sur même si tout est aspect lesbien, sur les pratiques politiques, c'est-à-dire sur les pratiques politiques. Oui, de vous retrouver en négociation, en one-to-one, avec de capacité aussi du... Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la politique, c'est qu'est-ce que la politique fait aux mots, en fait, et comment on peut retravailler un discours dans les discours sur est-ce que les mots en politique les veulent encore dire quelque chose, et comment on fait pour ne pas trahir ça quand on devient soi-même élu, pour avoir des discours, des interventions de télé qui ont toujours un sens, qui ne soient pas... Et en fait, c'est le truc le plus compliqué. Et ça, je l'ai vu avec la PMA, où
vraiment, les mots étaient vidés de sens dans les promesses mensongères, mais éhontément mensongères, qui ont été faites par les gouvernements socialistes, puis En Marche, qui vraiment écrivaient noir sur blanc que d'ici la fin de l'année, ça serait réglé. Et du coup, on peut dire n'importe quoi, en fait, vraiment. Et c'est un truc basique, parce que les gens vont dire « Ah, les politiques, ils mentent. » Moi, j'ai pas l'impression de ça. Je me dis pas ça. Je me dis pas tous pourris, tous menteurs. En revanche, c'est vrai qu'il y a une perte de sens totale des mots et volontaire dans les discours politiques, qui, je pense, en plus, c'est un peu aggravé sous Emmanuel Macron. Je pense que pour moi, un des effets les plus délétères de ce mandat-là, c'est vraiment d'avoir fait que les choses n'avaient plus d'importance ou de sens ou de poids. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir... Oui, on peut dire les féminicides seront grande cause nationale et puis... et puis on peut avoir des ministres qui font... Je prends le cas de Blanquer actuellement, c'est-à-dire c'est comme si, du coup, quel est le rôle de la presse là-dedans ? Jusqu'où ça peut aller, en fait ? On a des faits comme ça, et non, ça ne bouge pas d'un orteil, en fait. Ça continue. Et ça, c'est assez préoccupant, c'est-à-dire de faire comme si... Alors oui, mais c'est vrai que sur les féminicides, c'est intéressant, parce que si on regarde la formulation choisie par nous toutes, dans la façon dont elles interpellent Emmanuel Macron à chaque féminicide. À chaque fois, elles disent « Hello, Emmanuel Macron, il y a quelqu'un », elle parle bien sûr du féminicide, mais elle reproche aussi à Emmanuel Macron de faire comme si ça n'existait pas. Et ça, je pense que c'est ça, c'est d'une violence totale en politique, c'est-à-dire de faire comme si un article de presse n'avait pas lieu. Comme si... Il y a ça qui s'est passé, mais ça ne changera rien. Et ça, c'est absolument désespérant. C'est peut-être une pas mauvaise technique politique de faire circuler, il n'y a rien à voir, on fonce, on avance. Mais à terme, je pense, et dans l'ensemble de la société, moi, je trouve que ça arrange vraiment ça. C'est quelque chose, une réflexion que vous avez aussi sur vous, votre exercice de la politique, maintenant que vous êtes élu ? Mais tout le temps. Et c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que comment je fais pour que chaque chose... que quand je fais des interventions au Conseil de Paris, ça veut dire quelque chose. Que quand je vais sur une émission de télé, je suis le jour mesuré, j'ai la chance de pouvoir parler. Et qu'est-ce que les autres, qui soient d'accord ou pas avec moi, peuvent en ressortir ? Bon, moi, ça, je pense, c'est ma formation de journaliste, mais c'est vraiment... Moi, c'est toujours l'information qui me sauve là-dedans. Je juge un discours, le mien ou celui d'autre. Est-ce que tu m'as donné une information ? Tu m'as appris quelque chose là, ou t'as juste raconté un truc, ok, c'est ton opinion, d'autres en ont, donc dans ce cas-là, c'est juste le fait que toi tu sois là et pas d'autres. Ou est-ce que ta plus-value, elle est aussi dans le fait que tu es capable d'aller me chercher des informations, de bénéficier, de mesurer la chance que toi, tu ne te confrontes pas à d'autres travaux qui doivent être faits dans une société pour que tout le monde puisse vivre, que tu as le privilège de pouvoir venir parler comme ça. Et tu l'as pris le temps d'aller travailler, préparer ton intervention. Et ça, c'est fondamental pour moi. Et ce que je dis, c'est quand on entend les choses, c'est ça qui vide aussi les discours politiques de sens, c'est qu'ils n'apportent rien, aucune information. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu as voulu me dire, je ne sais pas, quoi. C'est quand même quelque chose de faisable, d'arriver quand on doit préparer une intervention au Conseil de Paris sur un sujet, d'aller se renseigner et tout ça, c'est notre boulot. Et en général, ça marche quand même de pouvoir informer. Et quand vous travaillez dans la campagne de Sandrine Rousseau, c'est aussi une éthique que vous aviez de ne pas pouvoir promettre des choses qui étaient impossibles, ou est-ce que dans ces moments-là, on s'autorise aussi à rêver un peu et à partager ses rêves ? Non, moi, je ne l'ai pas trouvé du tout. C'est-à-dire que j'ai trouvé que Sandrine, elle était très concrète là-dessus et à mesure de ce qu'elle connaissait, etc. Donc, après, ce qui est plutôt bien partagé par les écologistes, je pense que c'est plutôt des gens qui donnent du contenu à leur discours et disent vraiment, pour moi, le parent rond du truc qui tient rien, c'est vraiment la Macronie, quoi. C'est au sens large, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu as voulu me dire ? Et c'est vrai que vous avez raison que c'est encore plus violent d'être dans le déni total, le silence, que même, ou alors plutôt que de contre-argumenter en assumant en fait ses positions. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a ça chez Macron. Il y avait ça. Moi, je trouve qu'il y a ça un peu. D'ailleurs, pour certains, ils en viennent dans le Parti socialiste aussi. Une formation à la politique aussi, qui est là, on dirait aussi pour vraiment le boulot, c'est vider les mots de sens. Et que parfois, moi, j'ai plus de facilité finalement à discuter avec quelqu'un de droite et tout ça. On n'est pas d'accord, ok, mais tu me dis quelque chose. Tu me dis, ok, voilà. C'est. Dans votre livre, vous expliquez aussi que, vu le temps qu'a mis la loi PMA à être votée, vous n'avez pas pu en bénéficier. Est-ce que vous pensez que votre vie politique et militante, aujourd'hui, elle serait aussi riche si vous aviez eu cet enfant avec une PMA ? Alors, j'ai pas... Il y a, entre autres, mais vraiment de manière importante, 2 gros sujets sur lesquels moi, j'ai pas du tout... J'arrive pas, mon cerveau, il n'arrive pas à les réfléchir tellement. Ce sont des sujets où il y a des couches et des couches et des couches de représentations imposées qui sont accumulées. C'est la sexualité et la maternité ou la parentalité. Le fait d'élever ou pas des enfants et tout ce qui a rapport
au rapport sexuel, à la sexualité, à la place que ça occupe ou pas dans la vie et tout ça. Et moi, sur ces 2 sujets-là, je trouve vraiment que depuis des siècles, il y a eu tellement, d'un certain point de vue masculin, notamment exprimé dans la littérature, mais pas seulement d'un point de vue masculin aussi, mais c'est un peu la même chose, mais d'un point de vue étatique aussi, que ça a été vraiment, ces sujets-là ont été pris dans les nasses de discours qui voulaient faire un contrôle des corps, où il y avait une certaine, et donc qui avait intérêt aussi à ce que soit promu une certaine idée de la sexualité, comme une certaine idée de la maternité, comme une certaine idée de ce que c'était qu'avoir un enfant, et ce que ça voulait dire, et que moi, j'arrive pas à dégager ma propre pensée là-dessus. Parce que quand je me dis ça, j'aurais plutôt tendance à vous répondre oui, et puis que c'est pour ça que j'ai pas envie d'élever des enfants là, que franchement, je sais que j'aurais trop peur d'être désespérée, de me dire oh là 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 là, tout ce qu'il y a à faire, je peux pas faire ça, j'ai pas envie. Et aussi parce que je connais, moi j'ai vécu vraiment dans un milieu où l'éducation, le temps passé à s'occuper des enfants était immense. C'est-à-dire, mes parents avaient 6 enfants. Donc, moi, j'étais l'aîné. Le dernier Benjamin avait 12 ans de moins que moi. Puis, il s'occupait beaucoup de nous. Vraiment, il s'occupait vraiment beaucoup de nous. Et ça m'a toujours paru, waouh. Voilà, quoi. Tu vas faire tout ça. Et pareil, après, maintenant que je vois d'autres avoir des enfants, tout ça, je me dis, mais. Et je suis très entourée d'enfants. J'ai beaucoup de neveux et nièces, j'ai beaucoup vraiment. Et que je passe beaucoup de temps avec eux, mais. Quand je veux, quoi. Et moi, je me dis, mais je vais craquer, quoi. Et bien, non, mais je dis tout ça parce que vraiment, et c'est assez fort comme truc. Et j'aime beaucoup ce que je fais dans ma vie par ailleurs. Et bien, malgré tout ça, j'ai quand même le truc de me dire, est-ce que je fais pas une grosse bêtise? Est-ce que je fais pas une grosse bêtise? J'ai 43 ans, ça serait maintenant et tout ça. Alors que je sais que non, que j'en veux pas. Je le sais. Et donc, c'est dire la force de ce discours-là. Il y a aussi des trucs d'imposition, tout ça. Moi, personne ne m'embête avec ça et tout ça. Donc, c'est pas ça. J'ai une compagne qui ne souhaite pas élever d'enfants. Dans ma famille, on m'embête pas là-dessus. Oui, mais il y a toujours la peur où ça vient piquer, la peur du regret ou la peur de passer à côté de quelque chose. Et la peur aussi de... Parce que c'est tellement construit aussi les joies sur le fait d'élever, de comment on est représenté, quand on a l'enfant. C'est du harcèlement, depuis qu'on est... Voilà. Donc c'est très très compliqué, quoi. C'est vraiment... Et ça, j'arrive pas... J'aimerais bien réussir à l'évacuer davantage. Je suis encore très très prisonnière de schémas culturels là-dessus. Dernière grande thématique que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est la question, qui était une grande partie de votre livre est consacrée à une enquête sur le fonctionnement des médias. Et vous écrivez une phrase que j'aime beaucoup. L'actualité n'existe pas, elle est la somme de ce que les journalistes valident. Et vous rappelez, je savais pas ça, c'est quand même, on tombe des nuques, surtout quand on l'apprend avec un peu plus tard, que le New York Times avait snobé la campagne d'Alexandra Ocasio-Cortez, qui est, on le rappelle, la plus jeune femme à avoir jamais été élue au Congrès. Elle a été élue à 29 ans. Avant, elle travaillait comme serveuse, elle est d'origine portoricaine. C'est une figure de la politique et du renouvellement du champ politique absolument époustouflante. Et ils ont décidé de la snobber. C'est quand même, mais ouf! Mais oui. Et c'est donc bien qu'ils ont décidé que ça n'était pas une actualité. Ça n'était pas ils ont décidé que c'est pas une actualité. De devenir... Et pareil, pour des raisons, c'est toujours un peu combiné. C'est-à-dire, quand un tel loupé arrive, ça veut dire quoi? C'est pas vraiment un loupé, c'est qu'il n'y a pas les personnes dans la rédaction susceptibles de prendre conscience d'à quel point c'est important parce qu'ils sont en contact direct avec cette campagne-là, parce qu'ils voient ce qui se passe un peu. Ok. Bon, c'est que donc la rédaction n'est pas suffisamment diversifiée pour qu'on ait aussi ces personnes-là. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que ça ne répond pas aux critères de validation classique d'une information qui privilégie vraiment certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont beaucoup plus vite validées parce qu'elles émanent. Par exemple, c'est basiquement le propos d'un ministère sera toujours plus important que le propos d'une association militante. Et ça sera immédiatement considéré comme une information, quoi qu'il fasse. C'est comme ça. Il peut y avoir des raisons à ça, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des réflexes et des codes incorporés sur qu'est-ce qui est une info, qu'est-ce qui n'est pas une info. Et ce qu'on ne se gourre pas, et c'est particulièrement vrai, je pense, dans des institutions comme le New York Times ou l'agence France Presse, en France, qui ont aussi pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du poids qu'elles ont. Parce que si le New York Times dit quelque chose aux États-Unis ou si l'AFP dit quelque chose en France, c'est repris par tout le monde. C'est vraiment, ça fait l'alpha et l'oméga. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité, parce que tout à coup, ils font accéder à la notoriété, ça donne une légitimation aussi. C'est comme le diplôme du livre, le New York Times, c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, il y a beaucoup de responsabilités, quoi. C'est pas du tout anodin de faire un article sur une personne. Je pense qu'ils ont estimé, oui, que non. Que Alexandria, donc ils se sont effectivement loupés quand on voit à quel point elle est maintenant vraiment au cœur de toutes les actualités. Mais encore une fois, ça n'est pas différent maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse ruser avec les médias. Je veux dire, Sandrine Rousseau, c'est exactement ça. Pendant des mois, ils ont pensé Éric Piolle, Yannick Jadot, C'est vrai, personne l'a vu venir. Donc, le moment où, nous, quand on a commencé à travailler sur la campagne, donc vraiment réellement, parce que moi je soutenais avant, mais disons JDE à la mi-août, ça a été OK. Maintenant,
Maintenant, on fait les médias. On fait une stratégie médiatique, on va les choper à leur propre jeu, on y va. Comment vous avez fait, justement ? Parce que c'est de l'or entre les mains, Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que c'est pas... moi, une stratégie médiatique qui marche, ça marcherait jamais. Moi, j'ai pas de truc... Ça marcherait pas avec quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand ça fonctionne bien, c'est d'avoir une personne qui peut parler, qui a un vécu, qui a un truc à informer les gens, justement, sur quelque chose, qui a une histoire dont la parole, elle vous apprend un truc à chaque fois qu'elle dit, juste parce qu'elle raconte son histoire ou autre. Et puis, après, ça, c'est vraiment des choses, moi, que j'ai apprises dans le médiactivisme, enfin, dans le militantisme, c'est-à-dire quand on est ignoré par les médias, quand les médias refusent, ne vous voient pas, vous n'existez pas, que ce soit pour Ocasio-Cortez, que ce soit pour les lesbiennes, le meilleur moyen, c'est d'aller là où ils sont déjà. Parce que comme ils sont déjà là, ils vont pas avoir à se déplacer pour vous. Métaphoriquement, ça veut dire d'aller accrochés sur des thèmes qui sont un peu dans leur espèce le papier peint que constitue l'imaginaire d'un journaliste. Tout ça, il sait que ça, c'est important. Tout d'un coup, ça fait une petite cloche là-dedans en disant. Et ça, il faut essayer d'aller faire un ding-dong dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'aller entrer sur la scène des J2 pour Sandrine Rousseau avec sur la musique de Balance ton quoi d'Angèle, parce que ça, c'est beaucoup plus connu, parce que ça va créer un mouvement, parce que ça va faire ah ouais, Balance ton quoi. Et Sandrine Rousseau, c'est Denis Baupin. Alors, ah oui, d'accord, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'elle commence à... les J2, pardon. Pardon, les journées d'été, oui, donc voilà. à la minute, où chaque candidat devait faire son speech, et elle, Okay. elle est entrée sur cette chanson, sur la chanson d'Angèle. C'est quand on lui demande la première phrase au premier gros débat de la primaire sur le service public, on lui dit pourquoi vous y allez, pourquoi vous voulez être candidate, de dire j'y vais parce que mon humiliation a des limites et que quand Gérald Darmanin a été nommé, enfin bon, je reviens pas là-dessus, mais ça commence à se travailler, c'est-à-dire dans une équipe, ça se travaille. Nous, on est là, on répète le débat et tout ça, et puis on dit pourquoi t'y vas, Sandrine, vas-y, dis-nous. Et elle finit par dire ça, vraiment. Et on sent que, ok, donc c'est vraiment ça. Bon, je pense qu'il y a deux choses. C'est que dans une autre campagne, la candidate, elle va pas dire qu'elle y va pour ça. Ça va être jugé suffisant. Et puis la deuxième étape, qui est très importante, c'est même si elle dit qu'elle y va pour ça, son équipe va lui dire ouais, ok, mais qu'est-ce que tu vas vraiment dire ? Tu vas pas commencer à taper sur Darmanin là et à dire un truc perso. Alors que nous, on a dit direct, fonce, tu dis ça. Et donc là, tu y vas et tu Mais elle était magnifique, cette phrase. Et d'ailleurs, les journalistes à la papa, enfin, pardon d'être méprisante envers les confrères, mais ils ont rien capté. Thomas Legrand qui disait oh là là, mais c'est bizarre. C'est trop... Non, mais lui, c'était honteux. Non, mais vraiment, c'était honteux. Mais même sur le plateau aussi, Saint-Cric, Nathalie Saint-Cric, tout, ils ont dit non, mais c'est vraiment comme si ça ne se faisait pas de dire ça n'avait rien à voir avec. Et bien, précisément. Donc, c'est ça qu'il faut faire comme travail pour un peu faire advenir une information. C'est vraiment difficile, en fait, ça, comme travail, parce que c'est effectivement. L'information, c'est la somme de ce que les journalistes valident ou pas. Parfois, vous devez faire quelque chose de très transgressif, qui est de le rendre en information. Et moi, le meilleur moyen que ça... Pourquoi ça a marché ? Parce que quelques jours après, quand Léa Salamé et Nicolas Demorand ont reçu Gérald Darmanin, ils lui ont posé la question. Ils lui ont demandé, qui était une question journalistique à lui poser. Ah, bon, voilà, il y a eu des femmes qui ont dit ça, donc ça en est où, blablabla. Mais ils ne l'ont pas posé direct. Ils l'ont dit en disant, Sandrine Rousseau a dit que... Donc là, ils pouvaient en faire une information, en fait. Ils pouvaient la faire... Ils avaient un propos sur lequel s'appuyer, que normalement était évincé du champ journalistique, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu Darmanin un an plus tôt. Ils ne lui avaient absolument pas parlé des accusations qui avaient été portées contre lui. Ils n'en avaient pas parlé. Il a fallu que ça soit prononcé par une autre personne pour qu'il puisse en faire une espèce d'information. Donc il y a aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, c'est la somme que les journalistes valident comme information, l'actualité, est-ce qu'ils ont le courage de valider ? Parce que souvent, il y en a des choses, ils savent un peu que c'est une information, mais ils savent aussi que ça va pas être commode d'aller directement poser la question au ministre ou de poser la question à tel dirigeant. Et dans ce cas-là, c'est là où le boulot des politiques, il est super important, parce qu'ils doivent offrir des béquilles. Enfin, ça doit marcher main dans la main, normalement. Ça doit être qu'on doit pouvoir... Le déficit, je veux dire, de courage des journalistes, parfois, ou de questions vraiment remettant en cause leur interlocuteur, il vient aussi souvent du déficit de courage de certains ou certaines politiques qui ne fournissent pas assez de phrases sur lesquelles pourraient s'appuyer sur les journalistes, de contenus qu'ils peuvent reprendre. Et quand on a un cercle vertueux, et il y a eu un petit cercle vertueux pendant un mois, et encore une fois, je regrette que ça n'ait pas duré pendant l'ensemble de la campagne présidentielle. Et moi, je sais que là, en ce moment, je suis très dans un truc où je digère un peu ça. C'est la première fois, je crois, j'étais vraiment en colère, en fait. Puis j'étais en colère contre des gens que j'aime bien et que je respecte et qui sont vraiment super. Vraiment, les personnes qui font de l'écologie politique sont des gens qui donnent de leur temps pour les autres. Donc c'est pas eux. Je sais que c'est pas eux. C'est pas eux les méchants. Oui. Mais j'étais très fâchée, en fait, qu'ils aient pas eu cette intelligence politique de comprendre ça. De comprendre que... Et en fait, ce qui m'avait le plus rendu triste, c'est que c'était par sexisme. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, les propos que j'ai... Mais de gens que j'aime vraiment bien, c'était... Oui, mais tu comprends...
ça va pas marcher. On a besoin là vraiment d'un candidat qui fasse un bon score. Là, c'est super ce qu'elle dit, mais ça peut pas. Vous êtes en colère contre ceux qui n'ont pas voté pour elle en interne, vous voulez dire? Oui, enfin, qui n'ont pas soutenu. Oui, qui n'ont pas soutenu, oui, c'est ça. Et parce que, alors même qu'ils étaient d'accord avec les idées, et simplement parce que je pense que c'était le fait qu'elle soit une femme, une féministe, qui, même s'ils ne vont pas le dire comme ça, mais qui sait qu'ils n'avaient pas confiance en ses capacités de réussite. Et résultat, enfin, moi, j'en suis persuadée depuis le début. On aurait été à 10% en décembre, à 15% en janvier. Il y a des mécanismes qui sont assez simples à percevoir sur la façon dont fonctionnent les médias, dont gagner une présidentielle, c'est tout à fait autre chose. Mais pour arriver à ce stade-là, c'est pas très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est quand même très grave que les candidatures de gauche soient aussi basses, qu'elles ne dépassent pas les 10%, parce que normalement, arriver à 15%, c'est pas non plus Ah oui, la croix c'est à pas la si bannière. difficile? Non, moi je crois pas du tout. Dans ce contexte-là, c'est pas du tout logique qu'il n'y ait pas un seul des candidats de gauche qui est... ça veut dire effectivement se détacher dans le champ médiatique, aller chercher, c'est etc. vrai que Sandrine Rousseau, on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu une pensée nouvelle et des nouveaux concepts et de l'espoir un peu en se disant peut-être que les choses peuvent être autrement. Ouais, ça c'est... oui. Dans 5 ans, du coup, vous y retournez? Mais il y a un truc, notre élection qui s'appelle les législatives. Je pense qu'on va entendre parler et de Sandrine Rousseau et de l'ensemble de ses équipes. Donc, voilà. On a hâte d'en savoir plus. Dernière question qui revient avec la première. Vous disiez, vous n'aimez pas trop espérer, vous préférez agir. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous donnent des raisons d'espérer encore? Ouais, en fait, c'est parce que quand j'ai dit ça, c'est une phrase d'Alice Walker, qui est une écrivaine, La couleur pourpre, d'autres, noire, lesbienne, et qui disait, en anglais, elle dit « We are the people we are waiting for ». Nous sommes les gens que nous attendons. Nous sommes celles et ceux pour qui nous espérons. C'est nous, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre. Il faut pas penser « Oh là là, pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils font pas ça? Ah, mais ça serait tellement bien, il nous manque. » Mais non, allez-y. C'est pour ça que je dis ça. C'est que sinon, c'est plus rassurant, en fait, de compter sur ses propres forces que d'espérer sur l'extérieur. Et sinon, des choses qui donnent... Donc, je sais pas si moi, la notion d'espoir, elle est si présente chez moi, mais sinon, oui, bien sûr, il y a plein de trucs qui me donnent de la joie et que je vois qu'ils m'en donneront encore plus dans les années à venir. Les messages que je reçois sur le livre de personnes, mais qui ont en gros de 12 à 18 ans, mais c'est la joie intense. Ce qu'elle a dit, ça va être super. J'ai hâte et je pense rien qu'en 2027, toutes ces personnes-là voteront, par exemple. C'est ça, faut voir sur le long terme. Et ça rend très, très heureuse. Ouais. Eh bien, un immense merci à Alice Coffin d'avoir été avec nous. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Alice Nina. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers amis, si vous aussi vous vous sentez difforme parfois, portons haut et fort notre difformité. À chaque fois qu'on refuse d'avoir honte, on change le monde.